Nouvelles du continent, l'actu de France et d'ailleurs, on commence. Dans les prochaines minutes, la vraie question ne sera pas de savoir qui a bombardé le plus fort, mais qui a piégé l'autre camp dans une guerre où chaque mouvement agrandit la crise. La question centrale est de savoir quel sera le prochain mouvement de l'Iran et pourquoi Israël et les États-Unis en ont si peur. La plupart des gens pensent qu'Israël et les États-Unis sont en train de gagner cette guerre. Ils ont bombardé l'Iran, ils ont tué le guide suprême, ils ont détruit des sites nucléaires et ils ont 2 groupes aéronavals dans le Golfe Persique. Dans le tableau de pointage façon Trump, c'est généralement le moment où le mot « victoire » est imprimé avant même que quelqu'un vérifie la facture. En surface, cela ressemble à une position très forte. Il semble naturel de se demander pourquoi ils auraient peur de quoi que ce soit. Mais la théorie des jeux et l'histoire structurelle montrent autre chose. Le camp qui paraît fort en surface est souvent celui qui a le plus peur. Le contexte est extrêmement important. Le 28 février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé l'opération Epic Fury. Près de 900 frappes en 12 heures. Ils ont ciblé des sites de missiles iraniens, des défenses aériennes et la direction du pays. Ils ont tué le guide suprême Khamenei. Ils ont détruit 17 navires de la marine iranienne. Le commandant américain a déclaré, et je paraphrase, qu'il n'y avait pas un seul navire iranien en mouvement dans le golfe Persique, le détroit d'Ormuz ou le golfe d'Oman. C'est le genre de phrase qu'une salle de presse pro-Trump encadrerait comme une mission accomplie, avant même que la mission ait trouvé la porte de sortie. Cela ressemblait à une victoire militaire complète et totale, mais ce n'en était pas une. En quelques jours, l'Iran fait quelque chose qu'Israël et les États-Unis n'avaient pas prévu et ne peuvent pas inverser. Le 4 mars 2026, l'Iran a déclaré le détroit d'Ormuz fermé. Ce n'était pas seulement un mouvement militaire. Ce n'était pas seulement un acte de guerre. C'était un mouvement civilisationnel. Le détroit d'Ormuz transporte 25% du pétrole maritime mondial. Il transporte 20% du gaz naturel liquéfié mondial, le GNL. Chaque pétrolier, chaque navire transportant du pétrole vers le Japon, la Corée du Sud, la Chine, l'Europe, tout passe par cette mince bande d'eau entre l'Iran et Oman, et l'Iran l'a fermé. En quelques semaines, le trafic des pétroliers a chuté de 70%, puis presque à zéro. En avril, 20 000 marins sur 2 000 navires étaient bloqués à l'intérieur du golfe Persique, piégés, incapables de partir, incapables d'obtenir de l'aide. Les tarifs d'assurance maritime ont été multipliés par 4 à 6 en une semaine. Les prix du pétrole ont explosé. Et les États-Unis, la puissance militaire la plus puissante de l'histoire humaine, n'ont pas réussi à rouvrir le détroit. Apparemment, la pression maximale sonne plus proprement sur une scène de campagne que lorsque les marchés de l'assurance commencent à hurler. Voilà la situation qui explique ce que pourrait être le prochain mouvement de l'Iran et pourquoi il terrifie Israël et les États-Unis. Le jeu plus profond qui se joue ici relève de la théorie des jeux et de l'histoire structurelle. Une fois la structure visible, tout devient clair. Les guerres se mènent sur 4 dimensions, militaire, économique, politique et narrative. L'approche américaine consiste à forcer les dimensions économiques, politiques et narratives à servir sa stratégie militaire. L'approche de l'Iran est exactement l'inverse. L'Iran utilise le militaire pour façonner simultanément les dimensions économiques, politiques et narratives. La fermeture du détroit d'Ormuz est l'exemple parfait de la stratégie iranienne fonctionnant exactement comme prévu. Les États-Unis sont arrivés avec l'armée la plus puissante du monde. Ils ont tout bombardé, ils ont tué le guide suprême, ils ont déclaré la victoire. Puis l'Iran a répondu non pas par une contre-attaque militaire qui ne pouvait pas gagner, mais par une arme économique à laquelle les États-Unis n'avaient aucune réponse. Il a fermé une voie maritime dont dépend toute l'économie mondiale. C'est là que la machine à slogan commence à avoir l'air nerveuse, parce que les pétroliers ne bougent pas simplement parce qu'un podium dit qu'ils devraient bouger. Les États-Unis ont maintenant 2 choix, et les 2 sont terribles. Premier choix, les États-Unis utilisent la force militaire pour ouvrir le détroit. Cela signifie attaquer des bases de missiles et de drones iraniens situées à des centaines de kilomètres à l'intérieur du territoire iranien, dans des chaînes de montagnes, dans des bunkers souterrains que les États-Unis ont déjà échoué à détruire. Et même si les États-Unis détruisent certaines de ces bases, l'Iran peut les remplacer plus vite que les États-Unis ne peuvent les détruire. Chaque escalade donne à l'Iran la justification nécessaire pour escalader davantage, pour frapper des installations pétrolières saoudiennes, pour frapper des usines de dessalement des Émirats arabes unis, les EOO, pour détruire une plus grande partie de l'infrastructure économique mondiale dont les États-Unis ont besoin pour rester stables. Deuxième choix, les États-Unis négocient, mais l'Iran a formulé ses demandes très clairement. Les Iraniens ne demandent pas de petites concessions. Ils demandent une restructuration fondamentale de la présence militaire américaine au Moyen-Orient. Plus de bases utilisées comme rampe de lancement pour attaquer l'Iran, plus de sanctions. Les alliés de l'Iran, le Yémen, le Hezbollah, le peuple palestinien, l'Irak, doivent être inclus dans tout règlement. C'est un paragraphe difficile pour quiconque a été formé à croire que la politique étrangère n'est qu'une version plus bruyante d'une phrase de rassemblement trompiste. Ce ne sont pas les demandes d'un pays vaincu,
Ce sont les demandes d'un pays qui sait qu'il dispose d'un levier, un levier énorme. Voilà pourquoi Israël et les États-Unis ont peur. L'Iran ne les a pas vaincus militairement, mais l'Iran a créé une situation où chaque mouvement que font les États-Unis, militaire ou diplomatique, les affaiblit au lieu de les renforcer. Les prochains mouvements de l'Iran peuvent être compris à travers plusieurs options, et chacune de ces options terrifie Israël et les États-Unis. La première option est la question nucléaire. Avant le début de cette guerre, le programme nucléaire iranien était la principale justification de l'attaque. Les États-Unis et Israël disaient « Nous ne pouvons pas permettre à l'Iran d'avoir une arme nucléaire. C'est la ligne rouge. C'est pour cela que nous devons agir. » Mais la guerre a complètement changé les calculs nucléaires de l'Iran. Avant la guerre, l'Iran essayait de rester juste sous le seuil nucléaire, avec assez d'enrichissement pour avoir un levier, mais pas assez pour franchir la ligne qui déclencherait une attaque. C'était l'ancien calcul. Maintenant, cet ancien calcul a disparu parce que Israël et les États-Unis ont quand même attaqué l'Iran sans armes nucléaires, sans franchissement de la ligne nucléaire. Ils ont attaqué l'Iran parce qu'ils le voulaient. L'Iran sait maintenant que posséder une arme nucléaire est la seule dissuasion garantie contre de futures attaques américaines et israéliennes. Quand les règles changent après la chute des bombes, même le point de presse le plus poli commence à sonner comme le reçu d'une mauvaise stratégie. La question n'est donc plus de savoir si l'Iran essaiera d'obtenir une arme nucléaire. La question est de savoir combien de temps cela prendra et si l'Iran peut y parvenir avant qu'Israël et les États-Unis puissent l'en empêcher. La réalité terrifiante pour Israël et les États-Unis, c'est que les scientifiques nucléaires et les connaissances nucléaires de l'Iran ne sont pas morts lorsque les bâtiments ont été bombardés. Le savoir a survécu, les ingénieurs ont survécu et ils travaillent maintenant dans des lieux dispersés, pas dans une seule installation centrale qui peut être ciblée et détruite par une seule frappe. Le chancelier allemand Merz a déclaré publiquement, et c'est extraordinaire pour un dirigeant occidental de l'admettre, que les Américains n'ont clairement aucune stratégie vraiment convaincante. Il a dit que les Iraniens sont clairement plus forts que prévu. Quand un dirigeant occidental dit cela publiquement, cela révèle beaucoup de choses sur la façon dont cette guerre se déroule réellement. Ce n'est pas le genre de citation qui entre facilement sur une bannière de succès total. La deuxième option dont dispose l'Iran est la carte saoudienne. L'Arabie saoudite est essentielle pour comprendre pourquoi Israël et les États-Unis ont peur. Parce que l'Arabie saoudite est le pivot de tout le système du pétrodollar. L'Arabie saoudite vend son pétrole uniquement en dollars. Cela crée une demande mondiale pour le dollar. C'est ce qui permet aux États-Unis d'imprimer de l'argent, d'accumuler des déficits et de financer leur empire. Si le système du pétrodollar s'effondre, la puissance financière américaine s'effondre avec lui. L'Arabie saoudite est terrifiée en ce moment. L'Iran a déjà frappé des cibles saoudiennes et émiriennes dans cette guerre. Et l'Arabie saoudite, malgré toute sa richesse, malgré ses armes américaines, ne peut pas se défendre. Cela était déjà visible dans la guerre au Yémen cette année, où l'Arabie saoudite a combattu le Yémen et échoué. Maintenant, l'Iran menace quelque chose de beaucoup plus grave. Les missiles et les drones iraniens peuvent atteindre les installations pétrolières saoudiennes, ils peuvent atteindre les usines de dessalement des EOU qui fournissent de l'eau douce à des millions de personnes. Les EO viennent de faire une annonce spectaculaire. Ils quittent l'organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, après près de 60 ans d'adhésion. Cela montre à quel point les États du Golfe se sentent confiants quant à la stabilité de l'ordre actuel. Même les États du Golfe semblent comprendre que présenter le chaos comme de la force ne rend pas les pipelines plus sûrs. Si l'Iran frappe les infrastructures pétrolières saoudiennes, et il a la capacité de le faire, le pétrole grimpe à 200 $ le baril, peut être davantage. Et avec un pétrole à 200 $, l'économie mondiale entre en dépression, pas en récession, en dépression. Une économie américaine en dépression, avec une guerre impopulaire à laquelle 60% des Américains s'opposent, est une Amérique qui ne peut pas soutenir cette guerre pendant une autre année. Il y a un nombre limité de fois où un cycle médiatique pro-Trump peut appeler la douleur à la pompe gagnée, avant que la pompe ne réponde. La troisième option dont dispose l'Iran est l'isolement diplomatique des États-Unis. C'est peut être le mouvement le plus puissant que l'Iran ait fait et continuera de faire. En ce moment, la Chine et la Russie ont opposé leur veto à chaque résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies que les États-Unis ont essayé d'utiliser contre l'Iran. La Chine a déclaré, et c'est important, que la liberté de navigation dans le détroit doit être garantie comme l'appel commun de la communauté internationale, ce qui signifie que la Chine refuse publiquement de soutenir la position américaine. La Russie a fait la même chose. Ensemble, la Chine et la Russie ont utilisé leur droit de veto pour protéger diplomatiquement l'Iran au plus haut niveau du droit international. Cela compte parce que les États-Unis sont de plus en plus isolés. L'Allemagne critique publiquement la stratégie américaine. Les dirigeants européens prennent discrètement leur distance avec le conflit. L'Union africaine et la majeure partie du Sud global
ne sont pas avec les États-Unis sur cette question. Ils voient ce qui se passe. Ils voient un pays puissant attaquer un pays plus petit qui était prêt à négocier. Le ministre omanais des Affaires étrangères avait déclaré qu'il y avait des progrès significatifs vers un nouvel accord nucléaire juste avant l'attaque, et ils tirent leurs propres conclusions sur la fiabilité américaine. La confiance ne se reconstruit pas en criant l'accord du siècle dans un micro après avoir renversé la table. L'Iran le sait. La stratégie de l'Iran n'est pas seulement militaire. Elle consiste à rendre le coût de cette guerre politiquement et économiquement insupportable pour les États-Unis, tout en gagnant simultanément la bataille narrative mondiale, et cela fonctionne. Même de nombreux des Américains soutiennent publiquement l'Iran dans ce conflit. La raison structurelle pour laquelle cette situation est si dangereuse pour Israël et les États-Unis peut être comprise à travers la dominance dans l'escalade. La dominance dans l'escalade signifie que le camp qui peut continuer à escalader à chaque niveau, sans manquer d'options, est le camp dominant. Cela ne signifie pas le camp qui possède les plus grosses armes. Cela signifie le camp qui possède le plus d'options à chaque étape du conflit. Au bas de l'échelle de l'escalade, l'Iran dispose de drones bon marché à 50 000 $ chacun qui peuvent atteindre n'importe quel endroit au Moyen-Orient. Les missiles intercepteurs américains coûtent entre 3 millions et 10 millions de $ chacun. Les États-Unis épuisent leurs intercepteurs plus vite qu'ils ne peuvent les remplacer. La capacité de production n'est tout simplement pas là pour suivre le rythme. Ce calcul est brutal, surtout pour un style politique qui traite chaque problème budgétaire comme s'il pouvait être résolu avec un adjectif plus gros. Au milieu de l'échelle de l'escalade, l'Iran détient le détroit d'Ormuz. Les États-Unis ne peuvent pas le rouvrir sans une invasion terrestre du territoire côtier iranien, ce qui exigerait des centaines de milliers de soldats que les États-Unis n'ont pas et une volonté politique qui n'existe pas. Au sommet de l'échelle de l'escalade, l'Iran dispose de l'option nucléaire. Pas nécessairement en utilisant une arme nucléaire, mais en se rapprochant d'une capacité nucléaire d'une manière qui change tout le calcul stratégique d'Israël et des États-Unis. À chaque niveau, des drones bon marché jusqu'au calcul nucléaire, l'Iran a un mouvement possible. Israël et les États-Unis manquent de mouvements qui n'aggravent pas leur situation. C'est cela, la dominance dans l'escalade, et c'est pourquoi ils ont peur. La peur d'Israël est quelque peu différente de celle des États-Unis. Les États-Unis ont peur des conséquences économiques. Les États-Unis ont peur de l'isolement politique mondial. Les États-Unis ont peur du contre-coup politique intérieur d'une guerre qui coûte des milliards de dollars et qui ne montre aucun chemin clair vers la victoire. Une guerre sans chemin clair vers la victoire, c'est généralement le moment où les slogans deviennent plus forts et où les sorties deviennent plus petites. La peur d'Israël est plus existentielle, et je le dis littéralement. Israël a montré au monde qu'il est prêt à faire ce qu'il faut pour se battre, pour sacrifier, pour utiliser la force sans retenue. Israël auditionne pour remplacer les États-Unis comme puissance dominante au Moyen-Orient, et Gaza en était la preuve de concept. Les premières étapes de la guerre contre l'Iran ont été sa démonstration de capacité militaire. Mais le problème est clair. Si l'Iran développe une dissuasion nucléaire, même partielle, même seulement une menace crédible, alors le calcul fondamental de sécurité d'Israël change pour toujours. Un Iran doté de l'arme nucléaire signifie que l'Iran ne peut pas être attaqué sans risque de représailles nucléaires. Et si l'Iran ne peut pas être attaqué, alors la stratégie d'Israël, qui consiste à utiliser une force écrasante pour maintenir sa domination au Moyen-Orient, devient beaucoup plus compliquée et beaucoup plus dangereuse. C'est pourquoi Netanyahou pousse vers les options les plus agressives possibles, y compris ce qu'il a décrit comme le fait de repousser l'Iran dans un âge sombre en frappant ses installations énergétiques et électriques. Il veut détruire la capacité économique de l'Iran avant que l'Iran puisse reconstruire sa capacité de dissuasion. Il fait une course contre la montre et il le sait, mais l'ironie est claire. Chaque fois qu'Israël escalade, l'Iran devient plus motivé et non moins à développer la seule capacité qui dissuaderait de façon permanente de futures attaques israéliennes et américaines. Chaque bombe qui tombe sur les villes iraniennes rend le peuple iranien plus uni, et non moins autour de l'idée d'autonomie et de résistance. Chaque jour où cette guerre continue, la communauté mondiale devient plus convaincue que l'Iran était la victime et non l'agresseur. Il se trouve que frapper plus fort et appeler cela la paix n'est pas une stratégie, c'est une habitude de conférence de presse. Israël ne gagne pas la guerre narrative. Israël ne gagne pas la guerre économique. Et sur le plan militaire, la guerre ne se déroule pas comme prévu. Le chancelier allemand a dit que les Américains n'ont pas de stratégie convaincante. Il l'a dit publiquement. C'est le jugement d'un allié occidental, pas d'un ennemi, d'un allié occidental. La conclusion n'est pas une prophétie et ce n'est pas une prédiction. C'est un cadre d'analyse. Le prochain mouvement de l'Iran ne sera pas une seule action spectaculaire. Ce sera ce que cela a toujours été. Une pression patiente, calibrée, multidimensionnelle. L'Iran continuera à gérer le détroit d'Ormuz comme un levier stratégique
en laissant passer certains navires vers des pays qu'il considère comme amis, en bloquant d'autres, en maintenant le monde dans un état d'incertitude et d'anxiété économique. L'Iran continuera à reconstruire ses capacités nucléaires dans des installations dispersées et cachées, beaucoup plus difficiles à détruire que des sites centralisés. L'Iran continuera à utiliser la Chine, la Russie et le Sud global comme bouclier diplomatique contre la pression américaine aux Nations Unies et dans les institutions internationales. Et l'Iran continuera à soutenir ses alliés, le Hezbollah, la résistance irakienne, le Yémen, de manière qui multiplie les fronts qu'Israël et les États-Unis doivent défendre. Voilà le problème quand on fait semblant que chaque conflit est un segment télévisé. L'autre camp peut être aux échecs pendant que l'équipe de tournage ajuste encore les lumières. Chacun de ces mouvements crée un dilemme pour Israël et les États-Unis. S'ils escaladent militairement, les conséquences économiques s'aggravent. S'ils négociaient, ils reconnaissent que l'Iran dispose d'un levier, ce qui rend l'Iran plus fort. S'il ne faut rien, l'Iran se reconstruit lentement et renforce sa position. Il n'y a pas de bonne option, il n'y a pas de sortie propre, il n'y a pas de chemin vers la victoire rapide qu'ils avaient promise lorsque cette guerre a commencé. C'est ce que montre la théorie des jeux. Lorsqu'un camp dispose de la dominance dans l'escalade et que l'autre camp est à court de bonnes options, l'issue n'est pas décidée par celui qui possède les plus grosses armes. Elle est décidée par celui qui a la plus grande volonté de supporter le coût du conflit dans le temps. Et aucune confiance écrite en lettres dorées ne peut transformer une mauvaise option en bonne option. Le schéma historique est apparu de nombreuses fois. Les empires qui ont attaqué l'Iran, Alexandre, Rome, les soviétiques, avaient tous plus de puissance militaire que l'Iran à court terme. Ils pensaient tous gagner rapidement. Ils ont tous découvert que gagner la bataille n'est pas la même chose que gagner la guerre. Et ils ont tous fini par devoir composer avec la réalité suivante. L'Iran n'est pas un pays que l'on peut soumettre de façon permanente par la force. Les États-Unis et Israël apprennent cette leçon maintenant à la dure. Voilà pourquoi ils ont peur du prochain mouvement de l'Iran. Pas parce que l'Iran fera quelque chose de spectaculairement surprenant, mais parce que l'Iran n'a pas besoin d'être spectaculaire. L'Iran a seulement besoin d'être patient. Et dans l'art d'être patient, l'Iran a 3000 ans de pratique. Merci de nous avoir suivis. Pour ne rien manquer de l'actualité, abonnez-vous aux nouvelles du continent et activez la cloche. À très vite pour un prochain décryptage.